Et si, et si la société nous imposait des manières de penser, d'agir, sans même qu'on s'en rende compte? C'est un peu l'idée de départ, un peu folle, d'Émile Durkheim. Son but, transformer l'étude de la société en une véritable science. Alors, voyons un peu comment il a fait. C'est vraiment la question qui a tout changé pour Durkheim. Quand on y pense, une société, c'est quoi? C'est juste un groupe de personnes, non? Bon, alors comment ça se fait que ce groupe ait ses propres règles, sa propre morale? Bref, une vie qui semble complètement dépasser chacun d'entre nous individuellement. C'est ce mystère-là qu'il a voulu percer. Pour résoudre ce mystère, Durkheim a dû provoquer une véritable révolution. Parce qu'avant lui, on partait d'idées, du fameux sens commun. On essayait de deviner ce qui se passait dans la tête des gens. Et là, Durkheim arrive et dit « Stop, c'est fini ça ». Une science, une vraie science, ça part de l'observation, de ce qu'on peut voir à l'extérieur. Le but, ce n'est pas de dire ce qui devrait être, mais de décrire froidement ce qui est. En gros, il fallait arrêter de philosopher et se mettre à observer, vraiment. Alors, première partie, la crise d'identité de la sociologie. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait une telle révolution? Eh bien, il faut s'imaginer qu'à la fin du 19e siècle, l'étude de la société, c'était un peu le Far West. Il n'y avait aucune règle claire, c'était le chaos. Avant Durkheim, la sociologie, c'était un mélange de tout et n'importe quoi. De la philo, de la psycho, de l'histoire. On parlait de généralités super vagues, jamais de faits concrets. Des penseurs comme Auguste Comte ou Herbert Spencer, ils parlaient de grands concepts comme l'humanité, le progrès. C'était de la philosophie, purement et simplement, pas de la science. Ils partaient de leurs idées au lieu d'observer le monde réel. Du coup, la sociologie, elle se mélangeait avec la psychologie, avec la biologie. Elle n'avait pas son propre terrain de jeu, en fait. On en arrive donc à la deuxième partie, la découverte du fait social. La solution de Durkheim, c'était justement de définir ce fameux terrain de jeu, de donner à la sociologie un objet d'étude bien à elle, un truc unique, observable. Et c'est ça qu'il a appelé le fait social. Alors, un fait social, c'est quoi exactement? Regardons bien la définition. C'est toute manière d'agir, de penser ou de sentir qui est extérieure à l'individu et qui est douée d'un pouvoir de coercition. En gros, ce n'est pas juste un événement, c'est une manière d'agir, de penser, de sentir qui vient de l'extérieur et qui s'impose à nous. C'est comme une force invisible qui nous modèle en permanence. Ok, décomposons ça un peu. Il y a deux caractéristiques essentielles. Premièrement, le fait social est extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces règles du jeu, elles existaient avant nous et elles existeront après nous. Personne ne nous a demandé notre avis. Deuxièmement, il a un pouvoir de coercition. La société exerce une pression parfois douce, parfois beaucoup plus dure, pour qu'on suive ces règles. Prenons un exemple tout simple, la langue qu'on parle ou la monnaie qu'on utilise. Personne n'a inventé ça tout seul dans son coin. On les reçoit, c'est comme ça. Imaginez que quelqu'un essaye de parler une langue qu'il a inventée hier ou de payer ses courses avec une monnaie imaginaire. Ça ne marcherait pas, évidemment. Il se heurterait à un mur. Eh bien ça, c'est la coercition en pleine action. Et ça s'applique vraiment partout. Les pratiques professionnelles, les codes moraux et même les tendances de la mode. Tout ça, ça existe en dehors de nous. Et ça exerce une pression pour qu'on s'y conforme. La loi, bien sûr, c'est l'exemple le plus évident. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. La pression pour s'habiller d'une certaine façon à un entretien d'embauche, par exemple. Ou les opinions morales d'une époque. Si on ignore ces règles, on s'expose au jugement, au ridicule. C'est aussi une forme de contrainte tout à fait. Et attention, ça ne concerne pas que les grandes institutions bien établies. Pensez aux courants sociaux temporaires. L'énergie d'une foule dans un concert, ou la colère qui monte dans une manif. Ces émotions, elles viennent de l'extérieur, du groupe, et elles peuvent littéralement nous emporter, nous faire agir d'une façon qu'on n'aurait jamais eue si on avait été seul chez soi. Bon, maintenant qu'on a défini ce qu'est un fait social, comment on l'étudie scientifiquement? C'est notre troisième partie, la règle numéro 1, étudier des choses. Durkheim propose une règle fondamentale, et elle est presque choquante tellement elle est simple. Voilà la fameuse règle. La première règle et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses. Alors attention, quand il dit choses, il ne veut pas dire que ce sont des objets matériels comme une table ou une chaise, non. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut les étudier avec la même distance, la même froideur, la même objectivité qu'un physicien qui étudie une pierre. Il faut mettre de côté tout ce qu'on croit savoir, nos opinions, nos préjugés, et simplement observer de l'extérieur pour en découvrir les propriétés. Concrètement, comment on fait pour traiter les faits sociaux comme des choses? Eh bien, c'est une méthode en 3 étapes. 1. Écarter toutes les prénotions, c'est-à-dire abandonner les idées du sens commun, les préjugés. Et ça, c'est le plus difficile. 2. Étudier de l'extérieur. On observe comme un physicien, sans se demander ce que les gens pensent ou ressentent. Et 3. Définir par des caractéristiques externes. On regroupe les phénomènes en fonction de traits observables, mesurables, pas en fonction de motivations qu'on ne peut pas voir. Et pour montrer à quel point sa méthode était puissante, Durkheim l'a appliquée à un sujet qui semble aller à l'encontre de toute logique.
C'est notre quatrième partie, le crime est normal? Le crime est-il vraiment normal? Instinctivement, on se dit tous que non, que le crime, c'est une maladie de la société, un truc anormal qu'il faudrait absolument éradiquer. D'accord, mais que se passe-t-il si on applique la méthode de Durkheim, si on étudie le crime comme une chose, sans aucun jugement moral? D'un côté, on a la vision du sens commun. Le crime, c'est une maladie, un fléau social à éliminer. Et de l'autre, la vision scientifique de Durkheim. Le crime est une caractéristique normale et même nécessaire de toute société saine. Oui, vous avez bien entendu. En l'observant froidement, Durkheim arrive à cette conclusion absolument stupéfiante. Non seulement le crime est normal, mais il est aussi nécessaire. Alors, pourquoi le crime serait-il normal ? Premièrement, un fait observable, tout simplement, on le trouve dans toutes les sociétés connues. Il n'y a jamais eu de société sans crime, c'est déjà un signe. Deuxièmement, une société sans crime, ce serait une société où tout le monde pense et agit de la même manière. Ça exigerait une suppression totale de l'individualité, ce n'est ni possible ni souhaitable. Et enfin, le point le plus important, l'acte de punir le crime, ça renforce les valeurs communes. Quand la société se rassemble pour punir, elle réaffirme avec force ses propres frontières morales. C'est un peu paradoxal, mais le crime est utile. La réaction qu'il provoque resserre les liens qui unissent la société. On arrive à notre dernière partie, une science de la société. C'est vraiment en appliquant ce genre de règles, de manière rigoureuse, que Durkheim a pu affirmer que la sociologie pouvait enfin devenir une science autonome. La dureté du bronze n'est ni dans le cuivre ni dans l'étain, mais dans leur mélange. De même, la société est une réalité sui generis, avec des propriétés qui ne se trouvent pas dans ses parties seules. Cette analogie, elle est géniale, elle résume tout. La société est plus que la simple somme de ses individus. La dureté du bronze, elle n'est ni dans le cuivre, ni dans l'étain pris séparément. Elle n'apparaît que dans leur mélange. Eh bien, c'est pareil pour les faits sociaux. La morale, le droit, tout ça n'existe pas dans un individu isolé. Ça n'émerge que de l'association des individus. L'héritage de Durkheim est donc immense. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi la sociologie comme une science autonome, distincte de la psycho et de la philo. Il a prouvé que la réalité sociale a ses propres lois, objectives, qu'on peut découvrir. Et surtout, il nous a donné une méthode pour étudier ces forces invisibles qui façonnent notre vie collective. Il a montré que derrière nos choix, nos sentiments les plus personnels, se cachent en fait des forces sociales hyper puissantes, qui sont externes, qui nous contraignent et qu'on peut étudier objectivement. Et donc, la question qui reste, et que sa méthode nous invite à poser, c'est celle-ci. Quels sont les faits sociaux invisibles qui façonnent le monde, là maintenant ? Quelles sont ces règles, ces courants, ces manières de sentir collectives qu'on tient pour acquises, mais qui en réalité structurent nos vies sans même qu'on le sache ?